Bonjour Christine Ockrent. Bonjour Patrick. On ne vous présente plus le visage de l'information depuis tant d'années. Restez discret. On ne le dira pas, mais c'est surtout dans un moment d'histoire l'occasion de vous entendre à travers un livre qui s'appelle La guerre des récits. Alors d'abord, le récit, c'est le récit du monde, le récit de la géopolitique du monde. La France qui se reconfine, en tous les cas un grand tour de vis face au Covid. Et finalement, c'est le monde qui se transforme. Oui, ce qui est fascinant et terrible dans cette pandémie, c'est qu'au fond, nous vivons, nous tous, en temps réel, une scénographie où l'on voit les rapports de force entre les grands blocs, dont l'Europe fait partie, qui ne se modifient pas, mais qui se cristallisent et qui se durcissent. Et en particulier, on a vu depuis le mois de février-mars, la façon dont la Chine, qui est à l'origine de la pandémie, en tout cas géographiquement, dans cette ville de Wuhan, dont beaucoup d'entre nous ont découvert l'existence. Donc cette pandémie se déclare vraisemblablement à la mi-décembre de l'an dernier. On voit que le pouvoir à Pékin attend un bon mois avant de prendre conscience de l'ampleur du problème et décide, avec tous les moyens d'une dictature communiste, de tout bloquer. Et parvient à endiguer cette pandémie et comprend en même temps que ça peut être un outil d'influence et même de propagande, et donc déverse ce qu'on peut appeler de la diplomatie sanitaire, payante la plupart du temps, avec du matériel qui paraîtrait généreusement offert, en tout cas à l'Italie, vous vous en souvenez, ça c'était fin février, début mars, où on regardait l'Italie, franchement on ne faisait pas grand-chose pour eux. Et là, les Chinois sont arrivés en force, les Russes aussi ont tenté d'avoir cette diplomatie d'influence jusqu'au moment où ils ont été eux-mêmes rattrapés par la pandémie. On a d'ailleurs très peu couvert, les médias européens ont très peu couvert la manière dont cette pandémie a été gérée en Russie, mais de façon générale, c'est une façon de voir comment chaque régime s'efforce de raconter une histoire au mieux de ses intérêts, non seulement vis-à-vis de ses propres concitoyens, mais aussi, évidemment, par rapport à son influence dans le monde. Et évidemment, et ça change d'histoire. Trump peut-il être battu à cause de la Covid ? Si Donald Trump est battu la semaine prochaine, le premier facteur sera sûrement la pandémie. Parce que Trump, à lui tout seul, est devenu la caricature d'une gestion catastrophique. Et c'est pourtant le premier pays du monde. Et donc on voit les États-Unis d'Amérique qui découvrent qu'ils ont beau avoir le plus grand nombre de prix Nobel, les universités les plus puissantes, les fonds financiers les plus faramineux, les grands labos pharmaceutiques, ceux qu'on appelle le Big Pharma, eh bien leur système politique, un système fédéral totalement défaillant, l'administration centrale, Trump à la tête, qui commence par nier le virus qu'il appelle le virus chinois, et en fait il s'en sert pour une espèce d'escalade verbale et commerciale vis-à-vis de Pékin, et on en est à quoi ? 250 000 morts aux États-Unis d'Amérique. Et la pandémie qui reprend. Et en particulier dans ces États qui vont décider de l'élection la semaine prochaine. Vous savez, les États du Midwest, au milieu de ce continent. Et là, Trump qui enchaîne 3 meetings par jour, en disant « Youpi, regardez, je suis en pleine forme, et d'ailleurs, il n'y a pas de masque, etc. » Et les chiffres de la pandémie qui galopent à nouveau. Oui, et la France, Macron peut être rattrapé par cette deuxième vague, contraint finalement à un sacrifice qui va avoir des conséquences économiques lourdes. Et là, c'est un récit qui peut-être échappe aux dirigeants. Oui, mais c'est un récit qui est conduit partout en Europe. Et partout en Europe, malheureusement, la même deuxième vague déferle. Et ce qui a été très intéressant, c'est de vérifier encore une fois les difficultés pour l'Union européenne en tant que telle. Après tout, l'Europe, c'est un immense marché, les mêmes valeurs, un système social à peu près équivalent pour 560 millions de gens. Et on a vu, pendant cette première vague, chaque pays se battre, chacun pour soi. Comme si tout allait s'arrêter aux frontières et puis même se bagarrer pour obtenir les masques, les tests, etc. Et à partir du mois de juillet, quand un sommet européen a
je crois, véritablement imprimer un virage important avec un plan de relance commun. On voit qu'aujourd'hui, même si chaque pays, encore une fois, est atterré et pris à la gorge par ce regain de pandémie, il y a au niveau de Bruxelles, au niveau de la Commission, des efforts évidents pour faire en sorte que les tests soient harmonisés, que des fonds soient alloués par l'Europe pour que chaque pays ait davantage de moyens, hier encore, de gants, c'est ce qu'annonçait la Commission de Bruxelles. Donc il y a un embryon de récit commun, parce qu'on se rend compte que le chacun pour soi, ça ne marche pas. Oui, c'est ce chacun pour soi qui a primé au départ et qui finalement révélait ces défaillances qui étaient au cœur de l'Europe en particulier et finalement au cœur de la communauté internationale. Oui, enfin, l'Europe, c'est toujours la même histoire. Ce sont, si on accepte les Britanniques, les malheureux sont dans un état encore bien pire que les pays du continent, ce sont 27 pays qui sont dans ce processus où chacun sacrifie un peu de sa souveraineté, mais la santé publique ne fait pas partie des politiques communes, malheureusement. Et on voit à quel point c'est coûteux. Il y a d'ailleurs des intentions, toujours à l'état d'ébauche, mais pour faire en sorte qu'il y ait davantage de moyens mis en commun, et notamment en matière de vaccins. La Commission européenne a levé l'été dernier plus de 700 000, je n'ai pas le sens des chiffres très précisément, mais enfin des montants gigantesques pour précommander des vaccins le jour où tel ou tel vaccin, parce qu'il y en aura sans doute plusieurs qui seront mis au point selon des méthodes différentes, quand ces vaccins seront au point et qu'ils pourront être fournis au plus grand nombre. Oui, alors Christine Ockrent, dans ce livre, La guerre des récits, publié à l'Observatoire, aux éditions de l'Observatoire, vous nous parlez aussi de l'information, la désinformation, les fake news, finalement le mensonge. La façon dont les récits, ce que vous appelez les récits, servent les États, ou les États essayent de s'en servir d'une manière souvent malhonnête. Oui, mais nous avons cette chance, nous autres, en France, en Europe, dans des sociétés démocratiques, c'est-à-dire des sociétés ouvertes, qui sont évidemment à la merci de ce qui est manipulé sur les réseaux sociaux, mais où les citoyens peuvent s'informer comme ils le souhaitent. En revanche, dans des systèmes autoritaires comme le système russe, on voit, et c'est tout à fait fascinant, que les médecins eux-mêmes ne font pas confiance aux autorités. On voit un Vladimir Poutine qui n'est plus au Kremlin, qui s'enferme dans sa résidence de campagne aux environs de Moscou, protégé, semble-t-il, par des couloirs par lesquels sont obligés de passer les gens qui ont accès à lui, et des couloirs où les visiteurs sont aspergés de produits désinfectants. Et on voit un Poutine qui délègue assez largement aux gouverneurs des régions la gestion de cette pandémie. On voit sur les réseaux sociaux russes qui sont surveillés par le pouvoir et utilisés par le pouvoir pour faire passer un certain nombre d'informations, mais qui ont aussi une marge de liberté, des gens qui s'expriment et qui disent « ce qu'on nous raconte, c'est bidon ». On ne croit pas aux chiffres, et probablement les chiffres réels sont 3 fois les chiffres officiels. Mais en Chine, où là vous avez un pouvoir totalitaire quasiment absolu, les réseaux sociaux sont à la main du pouvoir. Et ça, il est tout à fait fascinant de voir comment, effectivement, comme vous le dites, Patrick, le pouvoir s'en sert, à la fois pour palper l'opinion, quelles sont les priorités, et en même temps pour la museler. Et notamment les médecins, notamment un jeune ophtalmo, un médecin lanceur d'alerte qui est mort à 34 ans à Wuhan en janvier parce qu'il avait osé, d'abord il a été contaminé, il est mort de cela, mais il faisait partie d'un tout petit groupe de médecins qui avaient pris conscience de la dangerosité de ce nouveau coronavirus. Oui, et ce qui se joue aussi, et notamment à l'élection américaine, c'est ça, c'est qu'au fond on a l'impression d'un côté que les démocrates sont ceux qui portent le masque, Biden, et qui finalement croient aux informations qui concernent le Covid, quand en face, les républicains n'y croient pas.
Mais parce que Donald Trump a fait du masque un symbole politique. Donc, effectivement, si vous portez le masque, ça veut dire que vous mettez en doute la parole du battleur en chef. Il ne faut jamais oublier que Donald Trump est connu de l'Amérique profonde parce qu'il a animé pendant des années une émission de télé-réalité. Et quand on le voit à l'œuvre, souvenez-vous, il a été hospitalisé 3 jours. Il a fait un petit tour en voiture pour dire bonjour à ses partisans. Ensuite, il sort de l'hôpital. Il va sur le balcon de la Maison-Blanche et il arrache son masque d'un geste spectaculaire. Et ces jours-ci, encore, il dit à ses partisans « Mais tout ça, c'est du pipeau, ça va disparaître. Et ce qui est important, c'est de faire repartir l'économie. » Certes, l'économie, c'est important et nous sommes tous bien placés pour le savoir. Néanmoins, Donald Trump lui-même a politisé un enjeu de santé publique qui aura coûté la vie à des dizaines de milliers d'Américains. Oui. En France, est-ce qu'il peut y avoir une légitimation du pouvoir autour d'Emmanuel Macron à moins de 2 ans de l'élection présidentielle? Au fond, est-ce que ce Covid peut renforcer la légitimité du pouvoir? On voit un pouvoir malmené par l'ignorance. On ne sait toujours pas, ce virus, finalement, pourquoi est-ce qu'il reprend vigueur? Oui, on dit, ah, c'est parce qu'il fait plus froid. On voit aussi à quel point le pouvoir prend soin de s'entourer de conseils scientifiques. Alors, comme nous sommes en démocratie et que les Français râlent de toute façon du matin au soir, parce que tantôt, ils veulent se sentir protégés, donc ils veulent plus de mesures, tantôt, il y a plus de mesures et ils râlent encore plus en disant « et nos libertés, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et tout cela, c'est à la fois le bonheur Oui. et le poids de vivre en démocratie. Mais bien évidemment, on voit le pouvoir politique s'armer de conseils scientifiques. Le conseil scientifique, les conseils scientifiques. Vous avez remarqué, Patrick, on n'a jamais vu autant d'épidémiologistes sur les plateaux de radio et télé. En France, on ne savait pas qu'on en avait autant. Et là, certains continuent de dire, à mon avis, des absurdités. Néanmoins, on voit le pouvoir politique, le pouvoir médiatique s'appuyer forcément sur l'avis scientifique, lequel n'est pas infaillible, n'est pas omniscient, et on est encore une fois à la merci d'une pandémie qui frappe la planète entière, inégalement selon les régions, et encore, nous sommes dans des pays riches, donc imaginez ce qui se passe dans un pays comme l'Inde, ou le Brésil, où les ravages sont absolument immenses. Merci beaucoup, Christine Ockrent. En tous les cas, c'est fascinant, passionnant. La guerre des récits, publié aux éditions de l'Observatoire, votre nouveau livre pour tout comprendre des enjeux du monde, de ce qui est en train de se passer, peut-être envisager le monde de demain. Merci, Christine Ockrent. Merci.